Oui, voilà, je serais intéressé que vous m'expliquiez en quoi est-ce que l'enfouissement de matière organique dans le sol est un problème. Les champignons sont des organismes aérobies. Il n'existe pas de champignons anaérobiques sur Terre. Et la lignine n'est attaquée que par les champignons. Aucun autre organisme au monde n'est capable d'attaquer la lignine. Donc si vous avez eu l'occasion de planter un piquet de clôture dans le sol et puis de le retirer au bout de 10 ans, vous avez pu remarquer que le piquet est attaqué en surface. La pointe est absolument intacte. Parce que c'est impossible de faire de l'humus lorsque vous enfouissez de la paille. Et c'est pour ça que, si vous voulez, on arrive à une situation absurde. En Europe, en 1900, on produisait 2 tonnes de paille à l'hectare et on avait 4% de matière organique. À l'heure actuelle, nous produisons 6 tonnes de paille à l'hectare et on n'a que 2%, parce que nous l'enfouissons, ce que les anciens ne faisaient pas. Donc, ce qui fait que la paille ne peut plus donner d'humus. C'est impossible de faire de l'humus en enfouissant de la matière organique. La ville de Venise repose sur des piliers de bois parce qu'ils sont en anaérobiose dans la boue et les champignons ne peuvent pas y toucher. C'est une loi biochimique, c'est une loi vivante. Il ne faut jamais mettre de matière organique dans un sol. Alors, si vous mettez de la matière organique dans un sol, en fait, on va sur des phénomènes. La matière organique, l'autre vous a dit qu'elle était en oxydation. Si vous mettez, parce qu'il y en a qui mettent de la matière organique et on a ces glais, on a cette matière organique qui devient comme du beurre. À ce moment-là, elle pue et vous êtes sur une matière organique qui est toxique pour le sol. Parce qu'au lieu de faire du NO3, puisque l'oxygène, Claude vous a montré les microbes, vous passez, au lieu de faire, vous avez NH4 qui est transformé en NO3. À ce moment-là, vous retournez vers la voie de l'ammoniac. Au lieu d'avoir des sulfates, vous retournez vers l'H2S, c'est l'œuf pourri, et ainsi de suite. Et l'ammoniac est toxique pour les racines, H2S est toxique pour les racines. Donc en fait, vous avez de la matière organique, mais elle n'est pas active, elle est au contraire négative pour le sol. Les gens disent on fait de la matière organique, mais elle n'est pas accessible à la plante. Elle est au contraire toxique pour la plante. Qu'est-ce qui crée l'acidité dans les forêts de résineux? Si vous voulez, une aiguille, elle met 10 ans pour se décomposer. Une feuille, elle met 1 an, une feuille de chêne. Donc pendant 10 ans, la matière organique s'accumule et elle va être lessivée. Et en se lessivant, les acides organiques des aiguilles vont entraîner avec eux, comme ils sont négatifs, ils vont entraîner le calcium, le potassium, le magnésium, qui sont des bases, et vous allez acidifier votre sol. C'est ce qu'on appelle la podzolisation. Voilà, je désirais savoir s'il est possible de semer toutes les plantes avec un couvert végétal. Je pense aux pommes de terre. Il faut quand même, disons, les planter une certaine distance. Après, il y a des buts à faire. Comment est-ce que ça se passe avec ces plantes-là? Non, allez voir comment les Boliviens, parce que la pomme de terre est originaire de Bolivie, allez voir comment ils travaillent. Ils posent les pommes de terre sur les sols, ils les recouvrent de paille, ils n'y touchent plus. C'est pratique, parce que quand vous voulez des pommes de terre, vous soulevez la paille, prenez les patates, vous remettez la paille, et puis elles en fabriquent. Alors, de façon industrielle, c'est plus compliqué, parce qu'on a des machines pour semer, par exemple, les morceaux de canne à sucre en semi-direct. On n'a pas encore de machine pour semer la patate en semi-direct, mais c'est une question de mise au point de machine, c'est tout. On pourrait le faire. Oui. Et je pense que d'ailleurs, nous, on travaille avec des agriculteurs qui font énormément de plantes sarclées, comme la pomme de terre ou les betteraves. C'est certainement les cultures les plus difficiles pour le sol, parce qu'on les ramasse très souvent, la betterave, quand les sols sont très très humides, avec des machines qui pèsent énormément. En plus, ça dépend de sarclés, puisqu'en fait, on les bute. Et nous, on travaille avec des agriculteurs qui essayent de changer, mais qui ne veulent pas faire des rotations longues. Et ça fait presque 20 ans, l'activité biologique ne remonte pas. Parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à intégrer des céréales. Il faudrait casser. Il faudrait faire une pomme de terre tous les 5 ans ou une pomme de terre une betterave tous les 5 ans. Et quand vous avez la pomme de terre qui revient tous les 2-3 ans, le sol, il n'a pas le temps de se retaper et donc on ne remonte pas. Ce sont des cultures extrêmement dures pour le sol. La différence entre du BRF et du bois sans rameaux, du broyage, la différence pour le sol. La différence, mais le BRF... Non, mais pour le sol, hein. Vous parlez du bois, du broyage de un bois, bout de bois. du tronc, quoi. Bien, en fait, parce que les rameaux, ils ont une lignine, et puis il y a des bourgeons, ils ont une lignine qui va être beaucoup plus attaquée que le cœur d'un tronc d'arbre. Donc en fait, c'est beaucoup plus riche. Le cœur d'un tronc d'arbre, les champignons vont avoir beaucoup de mal à attaquer.
ça va être plus long, ça le fera, mais ça fera plus long. Alors que du bois raméal fragmenté sur des rameaux, en 2-3 ans, ça va être attaqué par les champignons et après mangé par la faune. C'est pour ça aussi que le bois raméal fragmenté, c'est une technique de restauration. Et on voit beaucoup, nous on entend beaucoup de gens qui nous disent j'en mets tous les ans. Il ne faut pas mettre du bois raméal fragmenté tous les ans. Bon, les vignerons le font quand ils broient leur sarment dans leur vigne, mais en fait, ils en mettent très peu épais. Mais quand on voit des gens qui en mettent dans les maraîchages, qui en mettent des couches, la faune et les champignons, en une année, n'ont pas le temps de consommer tout cela. Et si vous l'enfouissez, après, les gens disent « Ah, mais le bois raméal fragmenté, ça fait de terribles soifs azotées. » Parce que aussi, enfouir la matière organique, pour répondre à l'autre question, c'est que quand vous enfouissez de la matière organique, vous allez provoquer une énorme soif azotée sur vos plantes au-dessus, parce que pour consommer cette matière organique, eh bien, il faut de l'azote. Donc quand on met du bois raméal fragmenté et qu'on l'enfouit, eh bien, tout le monde dit « Ah, mais vous rendez compte, il faut rajouter de l'azote. » Mais c'est parce qu'on l'a enfoui. Puisque la nature ne le fait pas, pourquoi est-ce que l'humain a commencé à labourer? Il y a eu un moment, les hommes ont fait des villages, ils sont sédentarisés, ils se sont trouvés confrontés à toujours mettre les graines sauvages au même endroit. Donc, ils ont été confrontés à la mauvaise herbe, aux adventices. Donc, les hommes ont commencé à gratter la terre, mais avec leurs mains, puis des tout petits outils. Et puis pour faire... Puis petit à petit, on a fait des machines de plus en plus importantes. Et à ce moment-là, on a détruit les sols. Mais c'est parce qu'il y a eu sédentarisation et que vous êtes trouvés toujours sur le même lopin et que pour cultiver, les gens ont labouré, ont gratté. Parce qu'en fait, il faut pas confondre ce que faisaient les anciens ou ce qu'on voit, nous, encore dans certains pays, où en fait, on laboure avec le cheval. Je peux vous assurer que le labour avec le cheval, avec le gars qui est derrière, eh bien, le sillon, il est comme ça. Donc, on n'est pas du tout dans ce qu'on est en train de montrer, dans ce que la labour fait. Le cheval, en plus, le cheval, Claude me dit, la machine, le cheval ou l'homme, il ne compactait pas. Quand vous avez des engins, comme je vous ai montré, puis d'autres, il y a une énorme compaction. Donc, vous êtes obligé d'enfoncer un fer de plus en plus profond. Mais autrefois, la notion de labour, il faut aussi la replacer au moment où on a commencé à gratter le sol pour se débarrasser des mauvaises herbes. Moi, j'aurais deux petites questions. L'une qui concerne le graphe que vous avez présenté, qui compare les oligo-éléments et les vitamines dans les plantes en agriculture biologique ou en agriculture conventionnelle, où on a des ordres en termes d'ordre de grandeur, 20 à 30% de différence entre les deux. Et les autres graphes qui m'ont vraiment interpellé sur la même chose, sur les données entre les années 50 et les années 2000. Donc en 50 ans, là, on a des ordres de grandeur qui sont de l'ordre de 100%. Donc on a quelque chose qui est beaucoup plus important. Et je me demandais si vous aviez une idée de la cause. En fait, est-ce que c'est un effet variété? Est-ce que c'est un effet quelque part lié au sol de l'agriculture biologique, en tout cas actuelle, qui sont probablement passés par une agriculture conventionnelle? C'était une première question. Et ma seconde question, c'était plus sur les solutions. Vous avez été très très vite sur les solutions qui pourraient apporter l'espoir, qui sont les exemples que vous montrez au niveau agricole. Et je me demandais quels sont les éléments déclencheurs qui font que des agriculteurs vont passer à une agriculture de conservation dans votre expérience. Est-ce que c'est parce que quelque part, ils sont arrivés à un plateau au niveau de production, ils se rendent compte qu'ils ont des problèmes? Est-ce que l'élément déclencheur, c'est vraiment on est arrivé au mur? Ou est-ce que c'est aussi une prise de conscience et une anticipation de cette situation? Et est-ce que quels sont les éléments qui pourraient freiner à l'extension de ce genre de choses? Est-ce qu'il y a des expériences plus positives où ça a essaimé à l'échelle de région, ou est-ce qu'il y a des pays dans lesquels ça s'est développé? Ce serait intéressant d'en savoir un peu plus. L'effondrement des teneurs est tout simplement lié à l'effondrement de l'activité biologique, parce qu'on a des chiffres de ce qu'était l'activité biologique des sols avant l'arrivée des engrais chimiques. Vous avez vu la courbe noire du labour et la courbe rouge. Autrefois, les sols en Europe, ils avaient des activités de l'ordre de 600, 700. Maintenant, des activités qui sont plutôt entre 20 et 50. On a perdu à peu près 90% de l'activité biologique de nos sols. C'est pour ça que nos légumes ne contiennent plus rien. Les vers de terre, pour vous donner une idée, on est passé en France, de 2 tonnes de vers de terre à moins de 100 kilos.
Oui, c'est des effondrements dramatiques. Hein. Les gens ne réalisent pas, mais la mort des sols, c'est un phénomène. C'est comme l'effondrement de la biodiversité. Il n'y a plus de gibier. Pourquoi il n'y a plus de gibier? Parce qu'une perdrix qui gratte un sol agricole, elle n'a plus rien à manger. Normalement, quand elle gratte, les petits arrivent derrière, ils mangent les colamboles, les acariens. C'est ça qui se passe dans la nature. Mais là, il n'y a plus rien à manger, donc ils meurent. Je pense qu'il n'y a pas que ça. Je vous ai montré aussi cet autre tableau pour des maraîchers. En fait, la disponibilité d'énormément de variétés qui étaient des variétés, on n'a pas parlé rustiques, souvent qui pouvaient ressemer, et puis qui étaient liées à la vocation. Nous, on n'a pas abordé aussi ce sujet-là. Il y a des vocations de sol. À l'heure actuelle, on fait pousser le désert. Ça coûte horriblement cher. La culture hors sol, 36 calories pour faire une calorie de tomate, c'est quelque chose d'impensable. Donc, en fait, et je vous ai montré que l'autre graphique, c'était une sélection de semences qui étaient toutes liées à la fertilisation. La fertilisation, c'est, je pense, comme quand c'est du goutte à goutte. Donc, vous ne pouvez pas avoir la biodiversité, la différence d'éléments d'un terroir, d'un sous-sol, qui est différent chez vous par rapport au sud de la France. Il y a une complexité des éléments, et c'est cette complexité des éléments qui vont donner du goût, mais qui vont aussi donner ces oligo-éléments aux plantes. Donc en fait, comme on est toujours dans la fertilisation, qui est la même pour tout le monde, cette solution, une fois on était avec quelqu'un qui faisait des fraises et qui dit « je mets la solution finale ». C'est-à-dire il connaissait exactement le calcium, le phosphore qu'il mettait. Et donc on est carencé. Je pense qu'il y a aussi ça, cette sélection de semences qui ont perdu aussi un potentiel. Et on est dans un autre, par exemple, bon là il doit y avoir, s'il y a des médecins dans la salle, on est confronté à un problème d'allergie incroyable. Je vais prendre l'exemple du gluten. On accuse le pain et le gluten du blé et des céréales. Quand on réfléchit, il y a quelque chose, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas une interrogation là-dessus. Comment on peut se poser la question qu'à l'heure actuelle, autour de nous, enfin je pense dans la salle, vous connaissez tous quelqu'un qui est allergique au gluten. Comment on fait nos parents, nos grands-parents et nos arrière-grands-parents qui mangeaient 1 kilo de pain par jour? Mais pourquoi? C'est parce que comme on ne veut pas le levain faire le platon, enfin le levain pour les pains, eh bien en fait on rajoute du gluten de synthèse dans les farines et surtout on a sélectionné des blés qui sont beaucoup plus riches en gluten que ce que nos grands-parents consommaient. Donc en fait, il faut aussi peut-être expliquer l'allergie. C'est parce que la céréale qui fait le pain n'est pas celle qu'on avait, et en plus on en remet dans la farine, qui est un gluten de synthèse. Et les gluten de synthèse, si les gens ont fait un peu de chimie, eh bien en fait au niveau de la disposition, on dit que ils sont racémiques, notre corps n'est pas capable de le reconnaître. Donc en fait, il faut chaque fois se poser un point d'interrogation par rapport aux allergies. On a énormément manipulé nos semences. Ce que les agriculteurs, les vignerons, les gens qui plantent, enfin les arboriculteurs, les maraîchers, on a énormément modifié leurs semences. C'est plus du tout ce que c'était. Donc ça, je pense qu'il faut aussi intégrer ça. Il y a la mort des sols, mais il y a aussi ce que l'on sème. L'exemple d'Aubert, entre une rainette du Mans et la Golden, c'est le problème de la variété de pommes. Alors, pour répondre à l'autre question, je trouve que c'est extrêmement compliqué. Le changement est extrêmement lent parce que moi je mettrais plein d'hypothèses. On a absolument rabaissé le métier d'agriculteur. Donc ça c'est un véritable problème. Hein, enfin peut-être pas en Belgique, mais en France, les jeunes, c'est extrêmement difficile ne veulent pas être agriculteurs parce qu'ils sont attribués, et puis on disait c'était le moins intelligent de la famille qui faisait agriculteur. Quand tu étais intelligente, tu allais être médecin, donc il y a eu pendant un moment une sélection, effectivement, c'était celui qui faisait moins d'études. Et le métier d'agriculteur est un métier qui est extrêmement compliqué, donc on croit qu'il suffit de labourer, et puis c'est pas le cas. Donc il faut déjà réhabiliter le métier d'agriculteur, il faut réenseigner l'agriculture. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'au niveau, on remette de la science aux agriculteurs, qu'on leur explique certaines choses plutôt que de la technique, en leur disant, si vous ne mettez pas tant d'unités d'azote, ça ne va pas pousser. Arrêtez de leur faire peur. Et je pense que si déjà on arrivait à ça, il y a beaucoup plus d'agriculteurs qui accepteraient d'essayer ces techniques-là.
Mais la peur, et ils ont la peur au ventre. En plus, il faudrait que ces machines baissent de prix, et ces multinationales sont loin de faire ça, parce qu'un semoir à disque comme ça coûte aussi cher, je dirais, que le tracteur, la charrue, le décompacteur, non pas le tracteur, mais la charrue, le décompacteur, le casseur de motte et tout. Donc quand un agriculteur, il a déjà son panel de matériel et qu'il faut qu'il fasse l'achat de ça, et que déjà c'est difficile tous les mois, ben, il ne va pas racheter. Donc il y a déjà ça. Donc il faudrait qu'il y ait des possibilités de CUMA ou de prêt de ces machines. Il faudrait qu'il y ait une sensibilisation du citoyen et du consommateur pour accepter qu'il y ait moins de subventions et que les consommateurs acceptent de payer la nourriture à leur juste prix. Parce que pour faire un produit de qualité, eh ben, ce n'est pas en mettant de la percolation comme qu'on fait. Il faudra remettre des mains à l'agriculture. Parce que quand vous avez des gens qui sont tout seuls et qui exploitent 500 hectares, peut-être pas chez vous, mais chez nous, c'est comme ça, et puis dans d'autres pays, c'est comme ça, ben c'est très difficile de faire des produits. Les agriculteurs ont du mal à entendre ça parce qu'ils ont l'impression qu'on les stigmatise, mais c'est beaucoup plus difficile de faire un produit porteur. Il est beau, il est beau sur les étals et tout, mais en qualité intrinsèque, il y a un point d'interrogation. Et puis, il faudrait que politiquement, même, j'espère, en la COP21, qu'il y ait une vraie démarche au niveau des politiques pour que ces multinationales n'aient pas main mise sur l'agriculture et qu'elles leur foutent la paix et qu'on laisse ces agriculteurs avoir confiance en leur sol. Et je pense que là, ça changera. Et surtout il faut... Ce que nous, on observe dans le monde, c'est que le semi-direct sous couvert ne se développe pas dans les pays subventionnés, où l'agriculture est subventionnée. Ça ne se développe pas au Canada, États-Unis, Japon, Europe, parce qu'ils sont subventionnés et que avec la subvention, on veut que les agriculteurs consomment des tracteurs, des engrais chimiques, etc. Par contre, ça se développe fortement dans ce qu'on appelle les pays cairns, c'est-à-dire les pays qui ont supprimé les subventions aux agriculteurs. Donc à l'heure actuelle, il y a 100 millions d'hectares qui sont faits en semi-direct sous couvert, comme on vous décrit, parce que comme on a coupé les subventions aux agriculteurs, pour vous donner une idée, un itinéraire de tracteur consomme 125 litres de fuel hectare, un semi-direct 25 litres. Donc déjà, vous gagnez 100 litres de fuel à l'hectare, donc ce n'est pas des petits chiffres. Vous divisez par 3 votre temps de travail. Donc dans les pays d'Amérique du Sud ou d'Australie, où vous avez des gens qui ont des grosses surfaces, ils en ont ras-le-bol de passer 5 fois sur le terrain avant d'implanter une semence. Donc ils sont très sensibles au fait d'avoir une technique qui leur permet de semer rapidement et de ne pas passer trop de temps par hectare sur le sol. Donc ça se développe aussi bien chez les tout petits agriculteurs qui travaillent à la main. On travaille par exemple à Madagascar sur des techniques de semi-direct où on leur fait faucher. Là, ils n'ont pas de rouleau faca, hein, donc ils fauchent la plante de couverture. Et on les fait passer de 140 heures de travail à l'hectare pour le désherbage à 30 heures. Donc ça permet à ces paysans d'aller en ville vendre leurs légumes, de vendre leurs fruits et du coup de vivre beaucoup mieux. Donc c'est des techniques qui se développent. C'est curieux, hein, ça se développe chez les tout petits, très pauvres, et chez les gars qui ont 30 000 hectares en Argentine ou au Brésil. Mais par contre, dans la zone subventionnée, c'est totalement bloqué. C'est-à-dire que l'Europe, tant qu'elle subventionnera son agriculture, l'Europe aura une agriculture polluante. Première urgence, il faut supprimer les subventions. Et puis, dans le semi-direct sous couvert, ces techniques-là, il faut que l'agriculteur réintègre la rotation. Et ça, dans le monde agricole, enfin, bon, je vous aide en Belgique, donc c'est peut-être différent, mais je ne pense pas, parce que vu ce qu'on a entendu, en fait, c'est de la monoculture. Vous avez maïs sur maïs sur maïs. Et puis, quand l'agriculteur dit « Ah, mais non, moi, je fais une rotation. » Ah bon, vous faites une rotation, c'est bien. Maïs, blé, maïs, blé. Ça ne marche pas, ça. En fait, pour faire du semi-direct sous couvert, il faut au minimum, et ça ne marche pas tout le temps, il faut vraiment choisir, c'est au moins 3 rotations, mais il faut au moins, pour que ça marche bien, c'est 5 rotations. Et puis après, il faut gérer son couvert. Donc, c'est une vraie technique. C'est une culture qui est très technique et qui est très mal accompagnée. Donc, un agriculteur qui a l'habitude de labourer, et puis de semer, et puis qui part au semi-direct sous couvert, sans être accompagné, sans connaître ses rotations, sans avoir un soutien, eh bien, souvent, il freine des pieds et il n'y va pas. Et un agriculteur qui a essayé, qui a échaudé, il ne reviendra jamais à la technique et il va faire que tout le village ne l'ira pas.
Donc, en fait, c'est une technique qu'il faut qu'il soit accompagné. Et qu'elle soit accompagnée par les instituts, par nos instituts. On paye ces instituts doivent aider les agriculteurs. Ils ne sont pas là pour aider les multinationales. Nous, on a travaillé à l'Institut national de recherche agronomique, qui au départ était payé par nos impôts, par l'État. C'est une fonction publique. Et quand on a quitté, nous, le laboratoire, moi, quand j'ai quitté l'Institut national de recherche agronomique, on avait 90% de nos fonds qui étaient par des contrats. Et c'était des boîtes. Il y avait Cénoble, il y avait ceux qui Ronde Poulenc, ceux qui font Astra et tout. Donc c'est évident, quand vous avez une science de la recherche qui est financée par des contrats, réfléchissez, on n'a pas la même liberté que quand c'est un État qui n'a rien à gagner de sa recherche. Donc il y a un vrai problème à ce niveau-là. C'est pour ça que je disais que les politiques, les États doivent se dédouaner de ces multinationales qui ne font pas toujours, loin de là, du bien aux agriculteurs et à nous. Parce que c'est des gens qui ont tout. Ils ont le monopole des semences. Hein. Ils sont en train de nous foutre des OGM partout. C'est eux qui mettent les engrais. C'est eux qui mettent les pesticides, les insecticides, les fongicides. C'est eux qui font les compléments alimentaires. Et c'est eux qui font les médicaments quand vous avez un cancer. C'est tout juste si c'est pas eux qui font le cercueil pour vous mettre dans la terre. Donc il y a quand même là, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Ma question, on voit de plus en plus sur le marché des produits bio, mycorhizes, mélange de glumules, etc., microbes, etc. Bon, mauvais? Alors, non, ces produits sont pas forcément mauvais, parce que bon, il y a des agriculteurs qui en utilisent, et c'est vrai que ça marche. Le problème, c'est que on est toujours dans la même histoire. C'est pour le verdissement de ces multinationales. Quand vous regardez les sigles de nous, Bactériosol ou un truc comme ça, je crois que c'est Bayer. Bayer a fait combien de pesticides, d'insecticides? Déjà, première interrogation. Et puis, c'est quelque part, c'est une fois de plus de dire à l'agriculteur, achetez quelque chose. Vous ne croyez pas que si vous relancez votre sol, c'est gratuit. Et ces bactéries, vous allez les remettre naturellement dans le sol. En plus, elles sont faites dans des laboratoires. Qui vous dit que ce que vous allez mettre dans votre champ, qui n'est pas celui du laboratoire, ces bactéries vont se multiplier? Ils sont incapables de vous le dire. C'est comme si, je ne sais pas moi, du jour au lendemain, vous prenez un Esquimau, puis vous le foutez au tropique, avec rien d'autre, c'est-à-dire comme il est, ben, il va crever. Ben, c'est pareil. J'ai trouvé intéressant je dirais les deux parties qui se faisaient un petit peu écho. Il y avait d'abord une magnifique présentation de la complexité du sol et de tout l'écosystème finalement qui fonctionne et qui repose sur ce sol. Et puis on a eu des solutions, et c'était le mérite d'en présenter, mais qui avaient peut-être l'air un petit peu simples, si vous me permettez, mais aussi parce que le temps qui vous est laissé, évidemment, est très limité. Je pense que dans la réponse aux questions, vous avez fortement nuancé, je dirais, cet aspect. Donc c'est vrai que le semi-direct, comme vous l'avez dit, c'est quelque chose finalement qui est très compliqué. Les associations de plantes, quand on parle de rotation, quand on parle de cultures associées, quand on parle de mulch, etc., les plantes ne s'aiment pas toujours. Hein. L'une l'autre, il y a ce qu'on appelle le phénomène d'allélopathie, où des plantes exercent un effet inhibiteur très net. D'ailleurs, j'étais intéressé de voir le cas du noyer, parce que le noyer est une plante qui est plutôt réputée comme allélopathique, produisant ce qu'on appelle la juglone, qui est en fait un composite toxique à l'égard d'autres plantes. Donc, tout ça est extrêmement compliqué, et la question que moi j'ai envie de vous poser en prolongement à ce moment-là de ce commentaire, c'est comment faire pour réhabiliter, je dirais, cette complexité dans la gestion des écosystèmes cultivés. Parce que la question est quand même là, me semble-t-il, quand on voit ces agriculteurs qui sont poussés à une productivité par hectare, par actif agricole, c'est comme ça que je le présenterai, oui. La productivité par actif agricole, qui a explosé, je dirais, avec les différentes révolutions agricoles, qui place quand même cet agriculteur devant la quasi-obligation, aujourd'hui en tout cas, et pour sa rentabilité économique, de recourir à des outils qui sont simples. Et c'est tout le succès, effectivement, de l'agrochimie, c'est d'avoir proposé, vous l'avez très bien expliqué, des solutions qui sont simples. Donc aujourd'hui, la question, me semble-t-il, c'est quand même de voir comment on peut réhabiliter la complexité, comment faire pour qu'un agriculteur redevienne
un pilote de la complexité de l'agrosystème. Ce qui est encore plus compliqué que de dire imiter la nature. Je ne pense pas que l'écosystème cultivé, c'est de la nature, mais c'est une nature très particulière dont on exporte quand même massivement des produits destinés à notre alimentation. Et donc, il y a tout ce problème de l'entretien de la fertilité, comme vous l'avez dit, mais qui ne peut pas totalement, je dirais, répondre à des lois de la nature, puisque, j'ai envie de dire, la nature n'a pas inventé de système qui exporte aussi massivement de la biomasse. Alors, ma question, comment faire pour refaire de l'agriculteur quelqu'un qui a l'envie, l'appétit et les compétences pour gérer la complexité? Nous, depuis le temps qu'on fait des semi-directs avec Lydia, au départ, on a travaillé avec une seule espèce pour faire le couvert. En fait, maintenant, on en est à 6. On a fait des études. Avec 6 espèces de couverts, vous couvrez 90% du sol, vous avez quasiment plus de mauvaises herbes. Pour arriver à supprimer toutes les adventices, il faut monter à 12 espèces dans le couvert. Mais là, gérer 12 espèces pour un agriculteur, c'est pas impossible, mais disons, c'est compliqué. Mais à l'heure actuelle, nous, on travaille avec des agriculteurs en France qui savent très bien gérer leurs 6 espèces de couverts. Alors évidemment, les 6 espèces de couverts qu'on va utiliser dans la région d'Arras ne seront pas les 6 espèces qu'on va utiliser dans le Jura et ne seront pas les 6 espèces qu'on utilise dans la région de Toulouse. Vous voyez que le climat n'est pas du tout le même. En région toulousaine, je vais récolter mes orges d'hiver mi-juin. À Arras, je récolte mes orges début août. Donc je ne vais pas utiliser... Mais on sait très bien, enfin je veux dire, c'est gérer une complexité d'association et de rotation. Je veux dire, c'est quand même une pratique. La rotation, ça se réinstalle très bien chez les agriculteurs. Enfin, je veux dire, leur faire faire des céréales, leur faire faire des monocotylédones et des dicotylédones, c'est pas ça qui est compliqué. Je veux dire, c'est pas à ce niveau-là qu'on se heurte. On se heurte tout simplement à un système qui est, c'est ce que disait Ken, hein, les idées nouvelles sont toujours très difficiles à faire rentrer dans le cerveau des êtres humains. Donc, mais quand un agriculteur passe au semi-direct, c'est quand il a l'ouverture d'esprit, qui fait le chemin, je veux dire, ça se passe très bien. Enfin, je veux dire, tous les agriculteurs avec qui on travaille, bon, on n'a pas beaucoup, hein, en 20 ans, on n'a amené que 1200 agriculteurs au semi-direct en France. C'est sûr que c'est ridicule par rapport à ce qu'on fait quand on travaille au Brésil, où là on a des succès qui n'ont rien à voir. On fait des réunions, il y a 5000 agriculteurs qui débarquent, hein. En France, quand il y en a 10, on est content. Là-bas, ces techniques nouvelles, elles prennent extrêmement rapidement, parce que c'est des gens... Tout ce qui a été agriculture chimique n'a pas marché. Ils ont ruiné les sols de façon dramatique. Ça n'a pas marché. Le labour ne marche pas en pays tropical. Là, on leur apporte un système qui fait qu'il n'y a plus d'érosion. Vous savez, ils l'adoptent très vite. En France, c'est plus compliqué parce qu'il y a le poids, le labour, il y a des concours de labour, enfin, il y a toutes les conneries qu'on raconte dans les écoles d'agronomie. Donc, c'est plus difficile. Mais on y arrive. Enfin, je veux dire, on est optimiste avec l'idée. On arrive quand même chaque fois à amener les agriculteurs à accepter la complexité de la biodiversité. Oui, mais par exemple, on est déjà arrivé, là, Claude dit que 1200 agriculteurs au semi-direct sous couvert. Par contre, depuis 25 ans, par rapport, on ne voit plus de labour. Les agriculteurs, quand ils labourent, ils ont retiré la rasette. Ça, on a énormément gagné, parce qu'avant, ils mettaient la rasette, donc ça permettait de faire un labour couché. Donc, quand retourner, oui, mais si, couché. Bon, s'il te plaît. Ah, quand même. Donc, en fait, en labour couché, cette rasette, en fait, ce qui faisait que la matière organique était dessous. Donc, une matière organique très difficile à décomposer. Donc, déjà, ceux qui labourent ne mettent plus la rasette. Donc, ça fait un labour levé, dressé, ce qui fait que la matière organique, le labour est en biais comme ça. Et les plantes sont sur le côté, donc ça se détruit plus facilement. Donc, déjà, on a gagné beaucoup. On a beaucoup moins de labour profond à 30 ou 40 cm comme il y a 20-25 ans. Et puis, dans beaucoup de cas, on fait ce qu'ils appellent les TCS, c'est-à-dire qu'en fait, ils remuent. Ils sont plus du tout avec ce labour. C'est des orches qui, en fait, remuent la terre sur 10 à 15 cm en coupant les pailles finement, ce qui fait qu'on n'est pas dans la destruction du labour comme autrefois, comme celui que je vous ai montré en Italie. Donc il y a une évolution. Quand on parlait, même nous, juste de ça, du orche, de remettre la paille quand même en surface pour qu'il y ait encore de l'oxygène, on nous prenait pour des fous. Semi-direct, n'en parlons pas. Ça y est, c'est presque acquis. Quand vous allez dans plein de zones céréalières, il y en a plein qui ne labourent plus. Donc c'est quand même quelque chose qui est gagné. On a une demande dans les zones sensibles en France d'être obligé de mettre des couverts
dans ces zones sensibles à cause de l'érosion. Donc c'est vrai qu'ils labourent, mais c'est couvert et sont... Souvent, des agriculteurs ne veulent pas faire du semi-direct sous couvert. Pourquoi? Parce qu'en fait, le couvert, ces plantes de couverture C6, du tournesol, de sorgho, c'est des graines qui leur coûtent et pour eux, ils ne les récoltent pas. Donc ça leur fait encore un coût. Mais par exemple, dans les zones sensibles, il y a subvention de ces couverts. Donc l'agriculteur, là, ne paye pas ses couverts et il est prêt à en mettre. Même s'il laboure, le fait de mettre en couvert pendant tout l'été des zones sensibles à l'érosion, on a déjà gagné quelque chose. Donc en fait, si, ça arrive, ces choses-là. Mais c'est vrai que pour nous, au niveau des zones céréalières, il y aura l'agroforesterie qui est vraiment un moyen. Et pour nous, on n'en voit pas d'autres par rapport, eh bien, c'est ces techniques de garder le sol couvert et de faire du semi-direct sous couvert. Et même si on est en zone très argileuse, on arrive, ça marche très très bien. Voilà, spectaculaire, c'est le retour du gibier. Là, on a un agriculteur dans la région de Melle qui est passé au semi-direct déjà, ça fait un moment, ça fait 7 ans. Et il a maintenant la plus belle densité d'outarde canepetière. L'outarde canepetière, c'est un oiseau qui est devenu extrêmement rare en Europe. C'était le 2e gibier volant à la fin du 19e, et on l'a complètement exterminé avec les labours. Eh bien, lui, il a maintenant 12 coupes d'outarde canepetière sur ses terres, et tous les ornithologues français viennent découvrir l'outarde chez lui. Alors, il est content comme tout, parce que... Pourquoi? Parce que la femelle d'outarde, quand elle gratte, elle donne à manger à ses petits, simplement parce qu'il a arrêté le labour, qu'il est passé en semi-direct couvert. Et il est content parce qu'il est chasseur, et il chasse à nouveau, alors qu'avant, il n'y avait rien à chasser. Est-ce que vous pourriez en quelques mots nous parler de 2 autres très belles façons de soigner la terre, qui sont la permaculture, qui change complètement d'échelle par rapport aux grandes cultures, et puis aussi la biodynamie? Voilà, la permaculture, c'est une pratique qui se fait surtout en maraîchage, puisqu'elle demande... difficile de faire la permaculture sur des grandes surfaces. Ça a été développé par Fukuoka au Japon. Ça consiste à revenir à l'association des animaux et de la culture. Par exemple, dans le cas du riz, on associe les canards qui mangent les mauvaises herbes avec le riz et les carpes qui mangent les excréments des canards et les restes de riz, etc. Donc ça consiste à avoir tout le temps à la fois et on va mélanger en plus et on associe les espèces. Alors, en maraîchage, c'est compliqué parce que comme vous allez associer les espèces les unes avec les autres, c'est assez consommateur de main-d'œuvre. Par exemple, vous plantez l'épinard, juste à côté de l'épinard, vous plantez le radis, et un tout petit peu décalé la salade. Donc le radis, lui, il est mûr en 18 jours. Vous retirez le radis au bout de 18 jours, l'épinard peut grossir. Ensuite, vous retirez la salade et l'épinard prend toute la place. C'est-à-dire que sur la même rangée, là où l'agriculteur chimique ne fait juste une rangée d'épinards, vous avez fait 3 cultures. Donc c'est ça le principe de la permaculture, c'est d'associer des plantes dont les cycles sont de longueurs différentes, qui vous permet dans le même sillon de faire 3 espèces de plantes au lieu d'en faire qu'une. C'était ce que faisaient les maraîchers des ceintures maraîchères européennes qui nourrissaient des villes entières. Paris était nourri par 9000 maraîchers sur 2000 hectares qui nourrissaient 2 millions d'habitants. Grâce à ces techniques-là. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de raconter que l'agriculture moderne est productive. Elle n'est pas productive du tout. Elle est, comme vient de dire monsieur, productive par individu, très peu productive au mètre carré. Il ne faut pas confondre. Une agriculture productive au mètre carré, qui est l'agriculture paysanne, c'était ce que nos maraîchers faisaient pour nourrir nos villes, et l'agriculture moderne, c'est pour ça que l'Europe ne se nourrit plus, c'est que l'Europe n'a plus assez d'agriculteurs pour se nourrir, puisque là, elle n'a plus assez d'agriculteurs pour se nourrir. Donc elle est obligée d'importer, parce que l'agriculture chimique, enfin la révolution verte, c'est la chute au contraire de la productivité au mètre carré. D'accord ? C'est une grosse productivité par paysan, très faible productivité au mètre carré, donc vous ne nourrissez plus une population. Alors maintenant, Lydia va vous parler de la biodynamie. C'est la patate chaude, là. Mais on partage tout, hein, vous voyez. Chacun a sa partie. Alors la biodynamie, c'est une pratique qui intègre énormément donc les astres et je dirais l'homéopathie adaptée au sol. Alors pour moi l'homéopathie c'est je ne sais pas si c'est une j'aime pas le mot technique, mais si c'est applicable à tout le monde, parce qu'il y a des gens qui ne croiront jamais à l'homéopathie, ils ne croiront pas non plus aux énergies planétaires. Mais c'est vrai que ça, c'est connu par tout le monde. La Lune est très influente sur les légumes. Autrefois, on disait, on met les radis en lune descendante, on met de la salade en lune montante, parce que la salade, bon, voilà.
Nous, on a vu des différences. Donc, l'homéopathie, c'est utiliser donc des préparats à base de plantes ou d'extraits même de silex qu'on met à certains moments en fonction de la lune et sur les plantes ou même sur le compost. Ça permet, dans le cas par exemple du compost, on en met 7 et on va voir le compost qui va se modifier. Nous, au départ, en tant que scientifiques, bon, c'est vrai quand on dit ça comme ça, bon, mais heureusement, nous, on pense que les plantes sont aussi de l'énergie. C'est pas que de la matière. Il y a quelque chose, on est tous aussi de l'énergie. On n'est pas que de la matière. Donc en fait, nous, l'homéopathie, quelque part, on y croit, et la biodynamie aussi. Mais en tant que scientifique, on s'est dit, on va quand même essayer de voir s'il y a quelque chose de différent. On va essayer de mesurer. Donc, par exemple, on a mesuré des composts faits de façon bien, enfin pas sous terre, aérés, qui avaient déjà une très très belle activité biologique. Et puis, on a mesuré ce fameux compost qui est enterré dans la corne. Les gens disent à la Saint-Jean, et puis elle est déterrée à la Saint-Michel. Et c'est des gens qui ont pris ce compost et puis qui l'ont mis dans la corne. Et on a fait les mesures après du compost qui sortait de la corne et du compost qui était à côté. Bien, au niveau de l'activité biologique de celui qui était dans la corne, eh bien, il y avait quelque chose c'était multiplié par 10, voire non pas 1000, mais 10 ou 100. Et puis, on avait un compost qui était transformé, qui était plus fin. Donc, au niveau de l'activité biologique, ce compost, je ne sais pas comment ça fonctionne, je n'ai pas la solution, mais par contre, il était différent. Donc, première question, beaucoup de gens rejettent la biodynamie en disant que c'est du farfelu, mais personne ne font d'études vraiment pour savoir si c'est vrai ou c'est pas vrai. Donc, comme les études qui ont été faites là entre biologie, les graphiques que je vous ai montrés, nous on a travaillé que sur des vignerons. Donc, je n'ai pas travaillé. J'ai travaillé sur les vignerons, mais je n'ai pas travaillé sur les maraîchers, je n'ai pas travaillé dans les céréaliers, donc je ne peux pas donner de valeur. Par contre, j'ai travaillé chez des vignerons qui sont passés en biodynamie et qui ont accepté sur la même parcelle, le même vigneron, le même cépage, la même vinification. Donc, quelque chose d'identique. Une partie en biologie, c'était des gens qui étaient déjà en biologie, mais qui voulaient peut-être franchir le pas pour aller en biodynamie. Et donc, on a fait les mesures de l'activité biologique, la mesure des éléments, donc le calcium, le fer, le potassium, le magnésium, et les oligo-éléments, donc le manganèse, le bore, le zinc, le cuivre, ça doit être tout. Bon. Et nous, on travaille surface, on a une manière très particulière par rapport à les laboratoires classiques. Quand on travaille chez l'agriculteur, on prend la surface et on prend le fond. Parce qu'en fait, la surface, c'est ce que fait l'homme, et le fond, c'est ce que nous donne la nature, et qui n'a pas été trop modifié par les hommes. Et on a fait les mêmes comparaisons, c'est-à-dire le même jour, on est allé prélever en biologie et en biodynamie. Ce qu'on a constaté, c'est que l'activité biologique de la surface en biologie et en biodynamie n'était pas différente. À très peu de choses près, on avait la même chose. Par contre, quand on a mesuré l'activité biologique en profondeur, celle de la biodynamie était augmentée de 30 à 40%. C'est-à-dire qu'on avait plus de microbes, enfin plus d'activité biologique en profondeur. Après, on a mesuré les éléments et les oligo-éléments. En surface, il n'y avait quasiment pas de modification. Par contre, en profondeur, on avait beaucoup plus de fer, on avait plus d'éléments, bon, le potassium, le phosphore, le fer, les oligo-éléments, le manganèse, le bore, le zinc, assimilables par la plante. Donc, il y en avait plus en concentration. Donc, notre hypothèse, et cette personne, et après, on a fait goûter à l'aveugle le vin, parce qu'autrement, on peut dire ce qu'on veut. On a fait goûter à l'aveugle à un panel de personnes les deux vins, cachés, bien entendu, aux gens. Et on leur a dit, qu'est-ce que vous pensez du vin? Et les gens ont dit, eh ben, c'est deux vins différents. Oui. Donc, première chose importante, de dire que c'est issu du même endroit, même terre, même cépage, et les gens disent, c'est deux vins différents. Donc, ça ne vient pas du même lieu. Et puis, les gens ont dit, ah ben, il y en a un, on a l'impression qu'on a plus d'arômes de truffes, de foin séché. Les gens parlent d'arômes plus tertiaires, plus souterrains. Puis quand on a enlevé les chapeaux, même nous, parce qu'il faut être aveugle, eh bien, en fait, celui qui décrivait des arômes tertiaires était celui en biodynamie. Donc, notre hypothèse, c'est de dire que si on a plus de microbes en profondeur
et qu'on a plus d'éléments qui sont assimilés par la plante. Claude vous a expliqué que c'était ça, et puis moi aussi je vous ai expliqué que c'était ça qui faisait le goût, puisque ces éléments étaient métalliques, sont des cofacteurs métalliques pour les enzymes qui créent des arômes et qui créent des parfums. Donc comme on en a plus, on stimule certainement des enzymes qui font des arômes différents, et les vins étaient différents. Donc ça, c'est une étude qu'on a faite, j'ai fait ça sur 3 vignerons, mais c'est la seule que moi je peux faire. On est laboratoire privé, mais je pense que ça serait une étude à faire aussi par des instituts pour prouver que la biodynamie, c'est pas des gourous, ça fonctionne. Par contre, je ne pense pas que tout le monde puisse aller, parce que malgré tout, il faut une certaine démarche, il faut accepter de dynamiser. C'est une technique qui est compliquée, il faut dynamiser, il faut suivre les jours, c'est quand même compliqué. Comment est-ce que le semi-direct est applicable au maraîchage avec les toutes petites graines telles que carottes et voilà. Est-ce qu'il y a une technique particulière? Oui, en maraîchage, on utilise ce qu'on appelle la roue semeuse. Bon, elles ont été fabriquées en Europe jusqu'à la guerre, on les fabrique plus, mais elles sont à l'heure actuelle fabriquées au Brésil. Donc, ce sont des roues que vous poussez devant vous, qui plantent en fait comme un ciseau, qui s'écarte, qui fait tomber la graine. Et à l'intérieur de la machine, vous avez un cercle, vous avez une dizaine de cercles. C'est-à-dire que vous avez les cercles pour faire passer les graines de radis, les cercles pour les haricots, les cercles pour la salade, parce que les graines de haricots, elles n'ont pas la même taille que les... Donc selon ce que vous semez, vous mettez le cercle qui laisse passer, et vous avez 2 réservoirs dans la machine, un réservoir qui fait tomber la graine et un réservoir qui fait tomber l'engrais organique. Et donc vous roulez, vous laissez votre mulch, c'est pas en l'hiver, vous faites pousser vos céréales. Les céréales, avec la grelinette, vous les couchez en reculant, vous les couchez sur le sol, et ensuite vous prenez votre roue semeuse et vous semez à travers le mulch de la paille du blé ou du seigle, et vous faites tous vos semis de maraîchage comme ça.